Bonjour à toutes et à tous, je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi au Hub des Territoires, qui est l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Alors ce Hub des Territoires, il a été créé il y a 2 ans pour incarner l'ambition, la dimension écosystème de la Banque des Territoires. C'est à la fois un lieu et un dispositif hybride, puisque à la fois physique et digital. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer également tous ceux qui nous suivent à distance et qui sont connectés cet après-midi. Et donc, c'est un dispositif qui est résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires, mais toujours évidemment au service de nos clients. Il réunit et anime les écosystèmes d'intervention de la Banque des Territoires en favorisant la collaboration publique-privée, en inspirant les réussites territoriales et en fournissant des clés pour accélérer la transformation des territoires. Notre programmation est riche, elle comprend des événements, des ateliers, des débats, des résidences de start-up et même des cycles d'événements. Et justement, aujourd'hui, nous lançons un de ces cycles, le cycle eau en partenariat avec Aquagir. La séquence de cet après-midi s'inscrit donc dans un cycle de 5 événements qui vont tous traiter du sujet de l'eau au travers de différents prismes. Celui des infrastructures, la prévention également des risques, la question de la gouvernance pour mieux préserver la ressource, mais aussi les enjeux pour les Outre-mer et puis la thématique qui nous réunit aujourd'hui, la maîtrise d'usage et le partage de l'eau dans les territoires. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire quelques mots plus spécifiquement sur Aquagir. Aquagir qui a été lancé en juillet dernier ici même et qui est né d'une volonté commune entre la Banque des Territoires et 5 partenaires de travailler sur le sujet de l'eau dans les territoires et d'aider au mieux les collectivités face à l'ampleur des défis à la fois en termes de ressources et de réseaux. Donc, ce sont l'ANEB, le BRGM, le Cercle français de l'eau, France Water Team, l'Union des industries et entreprises de l'eau et la Banque des Territoires qui se sont associés pour identifier finalement les difficultés auxquelles peuvent faire face les collectivités, à la fois un manque de connaissances précises de la ressource et des réseaux, un accès difficile aux données, un manque de compétences techniques, financières, une difficulté souvent à identifier le bon acteur dans son territoire. Et donc, collectivement, nous avons partagé ces constats et nous avons décidé d'y répondre avec Aquagir et un parcours qu'on appelle un parcours d'accompagnement de bout en bout pour les collectivités. Alors, concrètement, eh bien, ce collectif s'incarne dans un site internet, aquagir.fr, avec un contenu très riche, des propositions d'action, des retours d'expérience, des articles, une place de marché. Et d'ailleurs, nous pouvons nous féliciter, c'est le début de l'année, pour le très beau démarrage d'Aquagir. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires et de nos équipes qui sont impliquées au quotidien dans ce très beau dispositif, parce que Aquagir, c'est déjà 260 contenus disponibles sur le site, près de 200 frères inscrits, 575 offres de financement présentées, et avec près de 20 000 visiteurs et une communauté qui ne cesse de grossir. On a passé le cap des 1000 abonnés sur LinkedIn hier et d'ailleurs je vous invite à nous suivre également sur LinkedIn. Et donc c'est une communauté avec laquelle nous souhaitons partager, échanger sur l'ensemble des enjeux liés à l'eau, comme c'est le cas dans ce cycle eau. Et donc pour cette première séquence, nous avons choisi d'aborder des questions centrales, celle de l'équilibre fragile entre nos besoins et l'aléa de la disponibilité de la ressource. Comment finalement gérer durablement et réguler les usages multiples d'une ressource vitale mais menacée et sans créer davantage de conflits. Le dérèglement climatique nous impose en effet de revoir radicalement certaines de nos habitudes, à commencer par notre manière de consommer certaines ressources, comme l'eau qui a trop longtemps malheureusement été considérée comme inépuisable. Et face aux sécheresses récurrentes et au manque d'eau manifeste, mais également face, et on le sait bien, notamment dernièrement, face au trop d'eau non maîtrisé dans un certain nombre de territoires, la menace de conflit émerge, soulignant l'importance cruciale de la maîtrise des usages et du partage responsable de l'eau. C'est ce que d'ailleurs nous avait indiqué Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur d'Aquasay, dans une interview qu'il nous avait accordée pour Aquagir et qui avait, je le cite, indiqué donc: les activités humaines et les espèces naturelles des territoires se sont développées en adéquation avec le cycle de l'eau. Or, ce cycle de l'eau et surtout ses aléas sont en train de changer. De fait, nous allons avoir une inadéquation grandissante entre l'organisation d'un territoire et les nouvelles conditions climatiques. Alors, pour évoquer ces enjeux, mais aussi les stratégies de gestion durable et de régulation des multiples usages de l'eau dans les territoires, représentants de collectivités, experts
et entreprises prendront la parole. Ils partageront leurs expériences et témoigneront de leurs projets et parcours et ouvriront des perspectives éclairantes sur les solutions possibles pour mieux maîtriser les usages. Car vous l'avez compris, nous sommes fermement convaincus que c'est au travers d'exemples et de retours concrets que pourront se diffuser les pratiques les plus vertueuses. Et ces échanges seront suivis d'une série de pitchs de porteurs de solutions qui sont prêts à jouer un rôle clé dans la concrétisation de projets à travers les territoires. Pour ne pas faire plus long, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon événement et à vous encourager, bien sûr, à vous inscrire aux 4 prochains de notre cycle. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site Hub des Territoires et dans le chat. Et je vais laisser maintenant la parole à Thierry Burlot, qui est président du Cercle français de l'eau, et à Pavlina Novotny, qui est l'animatrice de ce très bel événement. Merci à vous. Merci Blandine. Bonjour à tous. Bonjour Thierry Burlot. Alors, dans une première partie, donc, on va aborder avec vous la question des enjeux. Les enjeux dans la maîtrise des usages et du partage de l'eau dans les territoires. Est-ce que je peux vous demander, en petite intro, Thierry Burlot, de nous présenter le Cercle français de l'eau, donc l'association dont vous êtes le président. Alors merci d'abord de m'avoir convié à cette table ronde. Le Cercle français de l'eau, c'est une organisation, c'est une association qui regroupe l'AFP2E, qui est l'organisation des délégataires des services d'eau et d'assainissement en France, la Fédération nationale des travaux publics, la Banque des territoires, qui est nouvel adhérent, qui regroupe aussi des acteurs des collectivités, à savoir Intercommunalité de France. On travaille avec l'AMF, la DCF. On va travailler, je l'espère, aussi avec les organisations agricoles. L'idée étant d'avoir un lieu de discussion et de partage de ces sujets pour essayer ensemble de trouver des solutions cohérentes aux problèmes et aux questions qui nous sont posées. Alors, quel regard vous portez sur les enjeux relatifs à la maîtrise des usages et du partage de l'eau dans les territoires ? Alors, je dirais que je suis par ailleurs président du comité de bassin Loire-Bretagne, donc qui gère l'eau du Mont-Gerbier des Joncs jusqu'à la pointe du Finistère. Et c'est peut-être à travers cet exemple-là que je vais parler de la question finalement du partage de l'eau et de ce qui s'est passé tout récemment. L'eau est au cœur de tous les conflits dans le monde, déjà. Et l'un des conflits majeurs, c'est le conflit israélo-palestinien, mais au cœur de ça, il y a le problème du partage de l'eau. Donc c'est une question très sérieuse. Et vous savez, quand les Russes ont dit qu'ils arrivaient en Ukraine, ils ont fixé la limite du fleuve. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est que l'eau est essentielle à la vitalité des territoires. Essentielle. Sans eau, vous ne pouvez pas vous développer. Et aujourd'hui, face au dérèglement climatique, on se rend compte que cette eau est inépuisable et qu'il va falloir la partager. Alors j'aime bien me prendre l'exemple de Loire-Bretagne parce que je le connais bien. En sécheresse, la sécheresse 2022 et celle de 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? En Bretagne, moins 40% de production de haricots verts et de pommes de terre. La taille des huîtres et des moules sur le littoral breton, la croissance des huîtres et des moules, moins 15% et moins 20%. Parce que pas assez d'eau saumâtre à arriver sur le littoral. On a été obligé d'arrêter des centrales nucléaires ou certains réacteurs parce qu'on n'arrivait plus à refroidir l'eau. Il n'y avait plus assez d'eau. On a été limite à couper l'eau à Nantes Métropole parce que le biseau salé rentrait dans la Loire et venait contrarier le prélèvement. À travers ces exemples, je veux simplement vous dire qu'on a découvert que sur le plus grand fleuve métropolitain, la question du partage de l'eau était une réalité, était devenue une réalité et qu'il fallait donc la partager. Alors je suis aussi sur le bassin qui accueille le projet de Sainte-Soline. Et vous avez vu où c'est qu'on en arrive aujourd'hui, quand on ne discute pas de ces sujets-là et que, pour certains, on s'accapare ce bien commun, là, évidemment, ça se passe très mal. Donc il va falloir non seulement, ce qu'on a fait depuis des années, apprendre à améliorer la qualité de ce bien commun, mais maintenant on est face à un nouveau défi, il va falloir partager la ressource dans des moments de tension. Alors là, vous mettez le doigt tout de suite sur la complexité en fait du sujet. La politique de l'eau, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Quel est, selon vous, le problème ou les problèmes avec la gouvernance de l'eau en France ? Ah, il y en a deux majeurs. Deux. Il n'y en a que deux, hein.
mais ils sont majeurs. Le premier, c'est que le périmètre hydrographique, il n'existe pas. Il n'existe que sur les cartes. Et ça, c'est le premier problème. C'est que le président du comité de bassin que je suis n'a aucun pouvoir que de prendre la parole devant vous et puis de vous dire quelque chose. Mais sinon, pas beaucoup de pouvoir. On ne nous écoute pas. Donc, gérer un fleuve de l'amont à l'aval, ça n'intéresse personne jusqu'à présent. Et pourtant, les problèmes de l'eau sur la Loire, ils se règlent avant tout du mont Gerbier-des-Joncs jusqu'à l'estuaire de la Loire. Donc, la première question, c'est le périmètre hydrographique. C'est une nébuleuse, ce truc. D'ailleurs, on a oublié ce qu'était un fleuve. On ne sait même plus ce que c'est le fleuve. Donc, il faut qu'on retrouve d'abord le sens commun du fleuve. Un fleuve, c'est quoi? C'est une entité qui se gère, et qui se gère collectivement. Alors, la loi de 64 sur l'eau était très intéressante. Elle a créé les comités de bassin, elle a créé les agences de l'eau, elle a créé la cohérence hydrographique, mais elle lui a donné aucun moyen d'agir concrètement. Et pour prendre un exemple, je vais vous citer le document qu'on vient de voter qui s'appelle le SDAGE. Le SDAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux. Un document très très lourd, il faisait 17 kilos de papier. Personne ne le lit, évidemment, parce que c'est trop compliqué. D'ailleurs, c'est une des problématiques aussi qu'on a dans le domaine de l'eau, c'est qu'on a tellement complexifié les choses qu'on plus personne ne comprend rien, alors que les choses sont très simples. L'eau, elle coule de l'amont vers l'aval. Bon, donc on a voté le SDAGE, et puis lorsqu'on a voté le SDAGE, on nous a dit « Ah mais c'est très bien votre SDAGE, très très bien ». Mais il ne parle pas au SRADET des régions, aux schémas régionaux d'aménagement des territoires des régions. C'est le SRADET des régions qui écrit le développement économique et qui écrit l'aménagement de l'espace. Et vous savez bien tous que c'est bien le développement économique et l'aménagement de l'espace qui fait la qualité de l'eau des rivières, pas autre chose. La politique de l'eau, ce n'est pas une politique environnementale. C'est le fruit de notre développement, de notre façon de vivre et d'exploiter la ressource. Donc on nous dit très bien le SDAGE, mais il ne parle pas au SRADET des régions. Alors par curiosité, je suis allé voir le SRADET des régions. Et on a dit très bien les SRADET, mais il ne parle pas au SDAGE. Donc voilà deux grands outils de planification qui sont légaux, qui sont instaurés par là, qui ne se parlent pas. Donc personne ne se parle, chacun travaille dans son coin, donc vous pouvez être sûr qu'on ne va pas y arriver. Et la question de l'eau et du périmètre hydrographique, c'est qu'il dépasse toutes les limites, qu'elles soient communales, intercommunales, départementales et régionales. Et il y a ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval. Mais les intérêts de l'amont et de l'aval ne sont pas les mêmes. Et ça pose la question des solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne et tout le monde. Donc la première chose, c'est le périmètre hydrographique. Il faudrait lui donner une vraie légitimité à agir pour qu'on partage l'eau, pour qu'on gère ce bien commun qui est essentiel à la vie des territoires, qui est essentiel à la santé, à notre santé publique, qui est essentiel pour l'urbanisation, qui est essentiel pour l'agriculture, qui est essentiel pour l'énergie, enfin bref, qui est essentiel pour toutes nos activités humaines. Donc c'est une affaire sérieuse. Donc là, périmètre hydrographique, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai un peu abordée aussi, c'est le problème de nos incompétences. C'est-à-dire que chacun, on fait tout ça très très bien dans notre coin, mais dans notre couloir. Et sans se poser la question de ce qui se passe à côté. Moi qui suis breton, le problème de l'eau en Bretagne, ce n'est pas un problème environnemental. C'est le problème de l'aménagement de la Bretagne et de son développement économique. Et de la cohérence de ses activités au regard de ce bien commun qu'est l'eau. C'est tout. Donc c'est par l'économie et par l'aménagement du territoire qu'on réglera le problème de la gestion de l'eau. Ce n'est pas autrement. Donc il faut que la politique de l'eau s'ouvre à toutes les politiques publiques. Et c'est là une des difficultés qu'on a. Donc il y a le problème du périmètre et le problème de la compétence. Et du juge de paix, si je peux me permettre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est l'État. Mais l'État ne peut pas y arriver tout seul. L'État ne peut pas y arriver tout seul. C'est l'État et tout le monde. Et on aime bien, vous savez, en France, avoir des niveaux de collectivité et des niveaux de compétences. Le problème de l'eau, on n'a pas de niveau de collectivité, pas de niveau de compétence, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Du citoyen, du maire, du président d'intercommunalité, du président de département, du président de région et de l'État. Et c'est collectivement qu'on doit aborder le sujet. Et la question environnementale, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. C'est pas de la récession. C'est essentiel. C'est essentiel. Et on est en train de comprendre que sans eau, pas d'économie. Ah! Et que l'eau, elle vient pas que finalement du robinet. Parce que quand on demande la question, on pose la question, mais d'où vient l'eau? Du robinet? Non! L'eau, elle vient de la nature.
Elle vient d'à côté de chez nous, elle vient de la rivière, de l'aquifère qui est à côté de chez nous, qu'on a oublié de protéger. On ne sait même plus ce qu'on utilise. Alors pourquoi voulez-vous qu'on soit sensible et qu'on protège quelque chose qu'on ne connaît plus? Donc il faut qu'on retrouve ce lien avec cette ressource en eau essentielle. Et encore une fois, cette question, parce que moi j'ai eu la chance d'être pendant 17 ans vice-président de la région Bretagne, en charge de l'environnement. Dernière route de la charrette, hein. Parce qu'on parle des choses sérieuses en début de session. L'environnement, c'est à la fin pour faire beau sur le truc, quoi. Mais non, on se rend compte que sans environnement, on fera plus le reste. Et que les solutions techniques ont montré leurs limites. Donc il faut qu'on se réapproprie le sujet, et de manière positive, encore une fois. Il faut qu'on ait envie, faut qu'on ressente la nécessité de partager ce bien commun. Vous savez, sur cette terre, on n'a plus grand-chose à partager, hein, puisqu'on se fâche pour tout. Il y a une chose qui est essentielle à la vie, c'est ça. C'est l'eau, la biodiversité. Toutes ces questions sont vitales. Et quand il n'y a plus d'eau, ben les populations, elles partent. Alors vous savez, en Bretagne, tout récemment, il y a une entreprise, il y a 2 entreprises d'ailleurs, le DUF sur Liffré et une usine à saumon sur Plouisy, qui ont vu les populations se rebeller et dire « ça suffit, on ne peut plus ». C'est la première fois que ça arrive. 600 emplois pour Bridor, Liffré. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Et les citoyens disent « mais attendez, vous ne pouvez pas vous installer là, il n'y a plus d'eau ». Non seulement il n'y a plus d'eau, mais il n'y a plus de capacité épuratoire. Et bien moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les chefs d'entreprise. Ils sont tombés de la chaise. Jamais ils avaient imaginé qu'on puisse en arriver là. Et j'ai vu les dirigeants, j'ai discuté avec eux, mais nous, si on nous avait dit, ben évidemment qu'on a gardé la question. Mais on ne s'était jamais posé ce type de question. Puisqu'on a fait croire que les tuyaux et tout ça, la technique pouvait tout régler. Eh ben non. Et aujourd'hui, on se rend compte que, même en France métropolitaine, et ça c'est intéressant suite à la sécheresse, on a vu des maires dire « moi je ne peux plus urbaniser chez moi, j'ai plus d'eau ». Vous vous rendez compte ? Je ne peux plus urbaniser chez moi, dans ma commune, parce que j'ai plus d'eau. En France métropolitaine. Alors je ne vous parle pas de Mayotte, je ne vous parle pas de... Mais tout ça, ça doit nous interpeller. C'est un vrai sujet. Donc, les territoires qui se développeront demain seront les territoires qui auront su s'impliquer fortement sur cela et faire de cette question un vrai projet politique, un vrai sujet de partage, d'ambition, de reconquête. Et vous verrez que, et j'aime bien le spot qu'on a vu tout à l'heure, parce que la transition écologique, ça peut aussi faire sourire, ou ça peut aussi donner envie. Et je crois que sur ce sujet-là, eh ben, on peut redonner envie de faire. Si on sait bien poser les choses, si on sait se réapproprier ce bien commun. On a de la chance ici en métropole, parce qu'il pleut encore. Mais vous avez vu, même s'il pleut, eh ben, on subit des sécheresses et on subit des inondations. Et on ne va pas pouvoir continuer à dire « les assurances vont payer ». Parce qu'elles ne paieront plus. Et vous avez vu qu'il y avait 800 personnes dans la rue ce week-end, dans le Nord, pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend la prochaine sans rien dire ou qu'est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On redécouvre le périmètre hydrographique, on redécouvre les zones humides, on redécouvre le stockage de l'eau dans les sols, on redécouvre les bocagères et tout le reste, et on fait. Et on fait. Et on ne fait pas comme on a fait pendant des années et des années, faire ruisseler l'eau, la faire partir le plus vite et le plus loin possible, la cacher parfois, parce qu'on avait presque honte de cela, en ne sachant d'ailleurs pas trop où ça allait, hein, sans se poser de la question de savoir qui pouvait l'utiliser en dessous. Bref, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Alors c'est compliqué. Ça remet en cause, j'ai dit, l'organisation territoriale de la République, parce que encore une fois, le périmètre hydrographique, c'est un périmètre qui est pas virtuel, j'aime pas le terme, parce qu'il existe bien, celui-là, il est connu depuis longtemps, mais on l'a oublié, quoi. On a oublié, on l'a laissé penser que l'eau venait du robinet. Non, elle vient pas du robinet.
Elle vient d'une ressource naturelle qui est à côté de chez nous, qu'il faut protéger et ménager. Donc il va falloir la partager. Et on n'a pas le droit de s'accaparer. On n'a pas le droit. Alors, du coup, comme le temps passe malheureusement tellement vite, quelle démarche, selon vous, il faudrait adopter pour aborder au mieux la question de la maîtrise des usages et du partage de l'eau dans les territoires? Il faut que l'eau soit un bien commun, public, transparent, et qu'on se donne de vrais outils de gestion. Encore une fois, moi j'aime bien l'exemple de Sainte-Soline, parce qu'on a tout entendu sur Sainte-Soline, hein, et on a surtout vu beaucoup de violence. Et c'est pas terminé, hein. Si on n'y prend pas garde, c'est pas terminé. Sainte-Soline, c'est quoi? C'est intéressant quand même de reprendre le dossier un peu à la base. C'est l'État qui a autorisé 600 forages dans la nappe de la Sèvre niortaise. 600 forages pour faire de l'irrigation agricole, du maïs. Et il a donné des droits d'eau pour 24 millions de mètres cubes de prélèvement. Je ne sais pas si vous imaginez, 24 millions de mètres cubes de prélèvement, c'est la moitié de la consommation d'un département total comme les Côtes d'Armor. Donc ça commence à faire. Évidemment, tout le monde pompe en même temps, quand tout le monde en a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? La nappe s'effondre. La nappe s'effondre. Parce qu'évidemment, si tout le monde pompe en même temps, et pour irriguer du maïs, hein. Maïs qu'on exportait d'ailleurs. Hein. Bon. Donc on a dit, l'État s'est rendu compte, parce que c'était l'État qui gérait ça, en disant, il y a le guichet, hein, celui qui demandait etc. Alors, c'est une forme de privatisation de l'eau d'ailleurs, parce qu'on a donné des autorisations privées de prélever sur un bien commun. Personne ne contrôle, hein. Personne ne contrôle. C'est libre service. Bon, donc la nappe s'effondre, et là, bon, problème. Donc, avec les agriculteurs, ils réfléchissent, ils disent ah oui, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse autrement. Et faire autrement, c'était pas un mauvais projet. Et c'est pas un mauvais projet à la Sèvre niortaise. Hein. C'est de passer de 24 millions de prélèvements à 12 millions. Donc de réduire par de moitié les volumes autorisés. Et d'en faire 6 en substitution. C'est-à-dire que vous prélevez l'eau dans la nappe l'hiver, quand elle déborde, parce qu'elle se vide très vite, mais elle se remplit très vite. Et moi, j'étais sur la Sèvre niortaise la semaine dernière. Alors là, de l'eau, vous en avez. Hein. Mais des quantités phénoménales. Hein, c'était des crues. Donc l'idée, c'est d'en stocker 6 millions l'hiver pour l'utiliser l'été et ne pas pomper autant dans la nappe. Donc finalement, quand vous regardez le projet, c'est de passer de 24 millions historiques à 6 millions de prélèvements l'été, une fois que vous avez fait vos stockages. Pourquoi ça dérape? Pourquoi ça a dérapé? Parce que le projet il est porté par une coopérative agricole sans contrôle public. Et que personne ne croit personne. Et les gens vont même jusqu'à dire c'est 24 plus 6. C'est-à-dire qu'on continuera à pomper les 24 millions et on va rajouter 6. Donc vous pensez bien qu'à partir de là, les dés sont pipés. Après, on vous dit, mais pourquoi faire? C'est pour faire du maïs, pour exporter? Il faut arrêter. C'est pas ça qu'il faut faire. Si vous stockez de l'eau, parce qu'on va être obligé de stocker de l'eau, on ne pourra pas faire autrement. Y compris pour l'eau potable. Y compris pour l'eau potable. Vous savez qu'un mètre cube sur d'eau utilisé l'été en Bretagne, c'est un mètre cube stocké. Hein, parce que la Bretagne n'a pas de nappe. Donc quand il ne pleut plus en Bretagne, il n'y a plus d'eau dans les rivières. Hein. Donc si vous ne stockez pas par des barrages, vous n'avez plus d'eau. Donc stockage de l'eau, ce n'est pas un gros mot. Mais alors la question, c'est pourquoi faire? Donc il va falloir être sobre et il va falloir changer le modèle agricole. Parce que si c'est pour continuer à faire des productions intensives avec encore plus d'intrants, encore plus de pesticides, encore plus de nitrates et tout le reste, il faut arrêter tout de suite surtout. Parce que ce n'est pas ce modèle-là qu'il faut encourager. Donc il faut un projet de territoire. Il faut un projet politique de territoire qui intègre de l'économie, de l'écologie qui n'est plus un gros mot, et du social. Et de l'aménagement du territoire. Parce qu'en même temps, sur la Sèvre niortaise, il n'y a plus un talus. Donc on parle d'un schéma de biodiversité, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il faut reconstituer tout ça. Donc la question de l'eau de Sainte-Soline, sur le fond, ce n'est pas forcément une hérésie technique, mais ça ne suffit plus. Il faut un projet politique de préservation de la nappe, de gestion collective, de partage de l'eau. C'est ça qu'il faut. Et il faut qu'il y ait un... Et vous savez que le comité de bassin, que j'ai l'honneur de présider, il a voté une motion. Et la motion a été votée à l'unanimité par les élus,
je précise qu'on est 180, hein, par les élus, les agriculteurs, les industriels, les associations. Tout le monde a voté la motion. Et la motion dit quoi? Stockage de l'eau, pourquoi pas? Mais il y a des conditions. Bien public, gestion publique, transparence, contrepartie environnementale, sortie des pesticides, schéma de la biodiversité, tout ça c'est écrit. Donc on sait ce qu'il faut. Maintenant, il faut le faire. De toute façon, si on ne le fait pas, la guérilla se poursuivra. Malheureusement. Malheureusement. La guérilla se poursuivra. Et c'est pas ce qu'on a envie pour nos territoires. Parce que vous savez, moi j'ai fait cette médiation sur Sainte-Soline, j'ai rencontré plus de 150 personnes. J'ai vu toutes les parties. Je peux vous dire, il y a une détresse, il y a une désespérance, il y a une misère là-bas que vous ne pouvez pas imaginer. Le territoire, il est déchiré, il est meurtri à jamais. C'est pas ça qu'on a envie quand même. Et la question environnementale, elle ne doit pas nous diviser, elle doit nous rassembler. Et pour nous rassembler, il faut retrouver du collectif. Et le collectif, c'est le bien commun. Et c'est pas être contre, c'est être pour quelque chose de sensé, de cohérent. Voilà ce qu'il faut faire. C'est simple. Merci beaucoup Thierry Burlot. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie, donc un retour d'expérience avec l'établissement public territorial de bassin de l'Adour qui seront en ligne, en distanciel avec nous, et Ecofilae, Marjorie Kress. Donc je vous invite à me rejoindre. Donc nous avons Florian Urban qui doit normalement être en ligne avec nous. Florian Urban, qui est animateur feuille de route gestion quantitative de l'eau, donc à l'EPTB d'Adour, et François-Xavier Kwendé, responsable service biodiversité. Est-ce qu'ils sont avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Florian Urban et François-Xavier. Est-ce qu'il est là? Alors peut-être n'avez-vous pas votre micro, votre caméra, François-Xavier? Alors, il est là, mais je crois qu'il n'est pas présentateur. Il y a un petit problème technique. Si, apparemment si. Si, oui, le voilà. Bonjour François-Xavier Kwendé. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs. Alors François-Xavier, on va commencer avec vous. Quels sont, tout d'abord, est-ce que je peux vous demander de présenter vraiment en quelques mots le PTB Adour, s'il vous plaît? L'institution Adour est un établissement public territorial de bassin. Elle a été créée en 1978 par les 4 départements du bassin de l'Adour, Haute-Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques, avec une mission principalement tournée vers les extrêmes de l'eau, la protection des biens et des personnes contre les inondations et la gestion des basses eaux et la gestion de l'étiage, notamment parce que nous sommes dans un territoire qui est en grande partie agricole et d'irrigation agricole. Au fur et à mesure des évolutions réglementaires sur l'eau, les missions de notre établissement se sont élargies et nous avons touché aux questions de gestion de la biodiversité aquatique, puis à la gestion intégrée, gestion concertée, partagée de l'eau, par exemple au travers de schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et aujourd'hui, nous touchons à cet ensemble d'enjeux du grand cycle de l'eau. Nous ne sommes pas dans le petit cycle de l'eau. Tout à l'heure, le président du comité de bassin signalait, parlait de l'eau du robinet. Bon, nous sommes sur le grand cycle de l'eau, donc les grands équilibres de l'eau au sein du territoire. Alors, je vous propose de démarrer par un constat. Quelles sont pour vous les principales menaces et quels sont les impacts liés au changement climatique que vous identifiez spécifiquement sur le bassin de l'Adour? Et un peu plus largement, quels impacts ensuite, enfin non, au contraire, un peu plus précisément, quels impacts vous en constatez pour la disponibilité de la ressource en eau? Les éléments que je vais partager avec vous sont tirés d'une étude prospective qui a été menée sous maîtrise d'ouvrage de notre établissement et que nous avons appelée Adour 2050. L'idée était de se projeter voilà, vers cette date symbolique de 2050, se projeter pour savoir ce que nous deviendrions dans ce bassin-là si nous ne faisions rien, et si ce scénario tendanciel n'était pas à notre goût, qu'est-ce que nous pourrions faire pour marcher sur d'autres chemins que cela. En termes de tendance autour des
des questions de l'eau et des facteurs qui influencent principalement ces questions de ressources en eau. Il y aura les évolutions de température, notamment un climat qui sera en moyenne plus chaud qu'aujourd'hui. On pense que c'est peut-être plus 1 ou plus 2 degrés et une augmentation même qui sera plus marquée que ça sur le massif pyrénéen. Des canicules et des vagues de chaleur plus fréquentes, notamment en montagne. Du côté des précipitations, il y aura probablement autant de pluie, mais des pluies plus intenses, concentrées sur moins de jours de pluie. Il y aura probablement moins de neige, à la fois en hauteur et en durée, et plus de jours de sécheresse. Et donc, sur les ressources en eau, eh bien, nous irions vers un accroissement des déficits en eau, des bassins versants, une période d'étiage probablement plus longue et plus marquée, et avec une augmentation des débits en début de printemps qui ne compensera pas la baisse des débits en été. Les activités socio-économiques et leur pression sur les milieux évolueront elles aussi. Il y aura probablement moins d'eau consommée quotidiennement par habitant, mais il y aura davantage d'habitants sur une grande partie du bassin. Les zones urbanisées, si on continue comme ça, elles seront plus imperméables qu'aujourd'hui. L'attrait touristique, lui, sera confirmé, donc on va avoir une pression anthropique plus grande. Et donc, au croisement de l'ensemble de ces évolutions, à la fois climatiques et socio-économiques, ce qu'on pourrait avoir, c'est de moins en moins d'eau pour répondre aux diverses demandes de ces usages sur le territoire, des problèmes de qualité d'eau qui subsisteraient. La qualité physico-chimique moyenne des cours d'eau resterait identique, mais des milieux qui resteraient aussi globalement dégradés. Et puis, une évolution incertaine du risque d'inondation. Donc, voilà les grandes tendances qui se dessinent avec les incertitudes liées à ces études prospectives, mais l'incertitude ne veut pas dire que ce n'est pas signifiant. Hein, que je fais bien la précision de vocabulaire là-dessus. Mais voilà quelques-uns des tournants qui nous attendent. Alors, au vu de ce constat, pas très optimiste, quelle stratégie le PTB de l'Adour met en place ou développe déjà pour renforcer la résilience du bassin de l'Adour ? Dans un premier temps, ce qui nous semblait important, et c'est ça qui a motivé le lancement et la menée de cette étude Adour 2050, c'est la compréhension et l'appréhension par les habitants du bassin et par les gestionnaires de l'eau, la compréhension et l'appréhension de ces futurs possibles. Celui qui peut se retrouver face à nous si nous ne faisons rien, et puis des chemins alternatifs. Déjà comprendre qu'il peut y avoir ça, et ensuite l'appréhender, c'est-à-dire se sentir acteur de ça. Nous promouvons aussi une meilleure gestion de l'existant et de l'actuel, hein, les ressources existantes, mais aussi la gouvernance actuelle. Et puis, nous promouvons l'anticipation du changement climatique et l'adaptation à ces évolutions. Ce que nous souhaitons préciser quand même, c'est que l'établissement public territorial du bassin de l'Adour, c'est un acteur majeur de l'eau dans le bassin de l'Adour, mais ce n'est pas l'acteur unique. Il y a autour de nous et des acteurs avec lesquels nous travaillons au quotidien, bien sûr l'État et ses établissements publics, et en particulier l'Agence de l'eau Adour-Garonne, des organismes consulaires qui représentent les activités économiques, l'agriculture, l'industrie, les métiers, et aussi des acteurs de la recherche, de l'enseignement, de la formation, et bien sûr aussi les associations représentantes des usagers, les associations de protection de la nature et de l'environnement. Bon, voilà, donc c'est pensons à demain et pensons à des demains peut-être différents du demain qui se présente à nous si nous ne faisons rien, et pensons-le ensemble. Ça sera compliqué, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est compliqué de penser ensemble, mais on ne peut pas penser chacun de son côté. Florian Urban, le PTB Adour a mis en place un PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, en 2018.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la vocation de ce projet et quels en sont ses axes principaux? Oui, alors en fait, le PTB a mis en place a porté plusieurs, et porte toujours plusieurs PTGE. Je vais vous parler plus spécifiquement de celui de l'Adour-Amont, qui est à cheval sur les départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. En fait, le point commun entre tous ces PTGE, il est simple, c'est le constat d'un déséquilibre quantitatif. Donc ça a été évoqué tout à l'heure par Monsieur Burlot. En fait, le point de départ, c'est un déséquilibre entre les ressources disponibles et les usages actuels sur un territoire. Donc, fort de ce constat-là, le PTGE a pour vocation de réunir en fait tous les acteurs de l'eau de ce territoire-là. Que ce soit les acteurs du petit cycle, les élus, les acteurs socio-économiques ou les associations environnementales, c'est tous ceux qui ont un lien avec l'eau, pour d'une part partager le constat que on manque d'eau à certaines périodes, sur certains secteurs, que d'identifier les contraintes des différents usages qui sont présents, et pour ensuite, fort de ce constat-là, proposer des actions qui seraient partagées entre tous ces acteurs-là, à commencer par tout ce qui a trait aux économies d'eau, au changement de pratique. Ça a été évoqué tout à l'heure. On peut parler de remise en place de haies, changement de pratique au niveau des parcelles agricoles, évolution des assolements. On peut aussi penser à tout ce qui est lutte contre les fuites sur les réseaux d'alimentation en eau potable, la baisse aussi des consommations de ces mêmes usagers. Voilà, on peut imaginer tout un tas de leviers, et c'est ce qu'on est occupé à faire en ce moment-là. On est encore en train de construire ce programme d'action. Et dans le diagnostic qu'on a pu partager en 2021, entre tous les acteurs de ce projet de territoire, on a partagé le fait que le déséquilibre sur ce territoire-là, pour ce PTGE, en intégrant le changement climatique, était de l'ordre de 20 millions de mètres cubes. Donc je ne sais pas si ça parle à grand monde, ce chiffre, mais c'est l'équivalent de la moitié des prélèvements pour l'irrigation agricole qu'on connaît aujourd'hui. Sachant qu'on a un territoire particulièrement rural, donc c'est loin d'être négligeable. Et à travers toutes les actions d'économie d'eau, de changement de pratique et de meilleure gestion qui ont été proposées jusqu'à présent sur ce projet de territoire, les économies sont estimées de l'ordre de 4 à 6 millions. Ce qui veut dire qu'il reste un palier très important à compenser. Et c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers des solutions un peu plus structurantes, qui sont de différents types, pas forcément que du stockage. Alors chez nous, ça peut se traduire par du soutien d'étiage à partir d'eau de gravière. Ça peut être du stockage déconnecté, comme ce qu'on peut connaître à Sainte-Soline, même si les modalités de fonctionnement, de partage de la ressource, de gestion sont différentes. C'est ce type d'infrastructure qu'on peut envisager chez nous. On peut aussi imaginer du stockage sur cours d'eau, sachant que historiquement sur ce territoire, François-Xavier l'a rappelé, on a dans notre ADN le fait de faire du soutien d'étiage à partir de ce type de réservoir. Et est envisagée aussi la réutilisation des eaux usées traitées, puisque c'est un sujet qui est pas mal en vogue en ce moment, et puis c'est quelque part une solution assez intelligente pour valoriser au mieux les ressources dont on dispose sur ce territoire-là. Après, ça pose d'autres questions de coûts, de technicité, on aura l'occasion d'y revenir, mais ça fait partie des solutions qui sont sur la table actuellement et qui nous ont amené à porter une étude pour justement creuser davantage ces aspects. Ah bah parfait, vous m'avez fait ma transition, Florian, merci beaucoup. Puisque justement, donc la réutilisation des eaux usées traitées, Marjorie Kreiss, vous êtes docteur en hydrogéologie, ça ne s'invente pas, et chargée de mission chez Ecophilae. Avant de parler justement de réutilisation des eaux usées traitées, qui est vraiment votre sujet, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Ecophilae ? Oui, alors Ecophilae, nous on travaille donc exclusivement sur la réutilisation des eaux usées traitées et l'économie circulaire de l'eau.
C'est-à-dire que, hop, je vous mets la petite diapo en fond. C'est-à-dire qu'on va essayer justement de valoriser le cycle linéaire de l'eau, entre guillemets, où on consomme, on prend, on consomme, on jette, à en faire une espèce de boucle de réutilisation et en consommant mieux et en valorisant mieux cette ressource. Et donc, nous, on se rend bien compte que la réutilisation des eaux traitées, ce n'est pas une solution miracle. Et ça fait partie, c'est bien un des leviers à prendre en compte après avoir réduit nos consommations, avoir essayé d'atteindre une sobriété hydrique et de recycler au plus proche l'eau au plus proche de son usage. Donc la réutilisation des eaux, c'est bien un des leviers parmi tant d'autres pour mieux valoriser les ressources en eau de nos territoires. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de réutiliser ces eaux qui sont traitées, qui sont donc des eaux douces, et de pouvoir les réutiliser dans différents secteurs d'activité, que ce soit le secteur agricole par exemple avec l'irrigation, les industries, les usages urbains avec le nettoyage des voiries, l'hydrocurage des réseaux d'assainissement par exemple, ou les usages de loisirs et voire même les usages environnementaux avec la recharge des milieux ou le soutien des débits d'étiage par exemple. Et donc, donc tout ça, c'est pour voilà, donc préserver la ressource en eau pour des usages qui sont plus nobles, comme l'utilisation d'eau potable, pour libérer des nouvelles ressources, sécuriser les ressources en eau aussi, voilà, et réduire son empreinte eau de manière générale. Donc, notre expertise avec Ecofilae, des différents projets de réutilisation des eaux qui ont pu voir le jour, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a 5 facteurs de réussite pour mettre en place ce type de projet. Et ces facteurs, ils nécessitent de prendre en compte d'abord tout ce qui est les aspects réglementaires et techniques des projets. On voit bien, en plus, dernièrement, les derniers textes sont sortis sur la réutilisation des eaux en milieu agricole et pour l'irrigation des espaces verts. Donc il faut bien maîtriser tous ces aspects, en plus des aspects économiques et financiers. Et une chose qui est plus particulière à la réutilisation des eaux traitées, ça va être de travailler sur la notion d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire de l'acculturation par rapport à en fait, le fait qu'il n'y ait pas plus de risques ou moins de risques. Maîtriser justement les différents risques qu'il pourrait y avoir ou pas en utilisant des eaux traitées. Et également la gouvernance des eaux, on en parlait tout à l'heure, où c'est bien nécessaire de définir qui est responsable de l'eau, à partir de quand, jusqu'à où, la qualité. Donc voilà, donc bien définir tous ces aspects-là. Et donc nous, Ecofilae, voilà, on va justement essayer de créer en fait une concertation entre les différents usagers, entre les différents acteurs de ce monde de la réhute, qui vont être d'une part les producteurs d'eau traitée, d'autre part les usagers qui vont eux utiliser l'eau, et les acteurs du territoire, les élus, les instances qui vont autoriser les projets. Et donc le but, c'est vraiment de créer une concertation entre ces différents acteurs, que tout le monde soit d'accord sur un même constat, sur les mêmes besoins, et de créer cette synergie, cette communication, afin de pouvoir mettre en place ces projets. Donc, dans une approche collective, justement. Donc, ce qu'il disait M. Burlot, qu'on ne peut pas agir tout seul, il faut vraiment qu'on soit dans le collectif. Voilà. Donc, Ecofilae, c'est ça. Je ne sais pas si j'étais claire. Absolument. Donc, vous menez actuellement une étude sur la réutilisation des eaux traitées, sur la réutilisation des eaux usées traitées, pardon, pour l'EPTB Adour. Quel est l'objet de cette étude et à quel stade vous en êtes actuellement ? Oui, alors du coup, on travaille... peut-être... Oui, allez-y. Non, si vous vouliez aborder peut-être... Non, pas de souci. Donc, on est en partenariat avec l'institution Adour et les chambres d'agriculture, Haute-Pyrénées et du Gers, ainsi que Veolia, CED Environnement. Donc, on s'est lancé là sur un appel d'offres pour pouvoir justement étudier les possibilités de réutilisation des eaux traitées sur le territoire de Adour-Amont. Donc, cette étude, justement, elle a pour but de vérifier les potentialités de réutilisation des eaux et de voir, en fait, sa pertinence.
parce que c'est bien beau. Enfin, le but, c'est pas de faire de la réutilisation pour faire de la réutilisation, mais c'est de voir si vraiment il y a un intérêt stratégique au niveau du territoire. Cette étude, donc le territoire Adour-Amont, il concerne 65 stations d'épuration, donc potentiellement 65 gisements d'eau non conventionnels, que sont les eaux usées traitées. Et donc l'objectif, ça va être vraiment sur tout le territoire de pouvoir, entre guillemets, choisir 2 sites, bon, tel que l'appel d'offres est fait, et à terme, l'objectif est parmi ces 65 stations, trouver 2 sites stratégiques qui permettraient de réduire la pression en eau, la pression sur les ressources en eau que connaît aujourd'hui le bassin Adour-Amont. Pour cela, Ecofilae, on a développé donc une analyse multicritère pour pouvoir en fait classer les stations d'épuration en fonction de leur potentialité. C'est-à-dire qu'on va considérer d'une part les caractéristiques des stations, telles que les volumes qui sont produits, disponibles, la qualité des eaux, déjà, est-ce qu'il y a de la place pour pouvoir mettre en œuvre des traitements complémentaires, parce que qui dit réutilisation des eaux, dit mise en place de traitements complémentaires pour pouvoir atteindre la qualité nécessaire à l'usage ou aux usages identifiés. Et voilà, donc identifier aussi les besoins en eau, quelle quantité d'eau est nécessaire à quel endroit, parce que comme Florian le disait, il y a des zones plus urbanisées, des zones plus rurales, donc les besoins en eau vont varier en fonction de ces usages. Et enfin, sont également considérés les enjeux environnementaux, parce que sur ce bassin Adour-Amont, qui est très, très allongé, il y a plusieurs secteurs hydrographiques avec des cours d'eau qui sont en stress hydrique plus important l'été que d'autres. Donc peut-être privilégier ces zones-là qui sont particulièrement stressées, entre guillemets. Donc cette analyse multicritère, elle a permis déjà de sélectionner. Donc là, en fait, j'affiche à l'écran un graphique qui montre, entre guillemets, les potentialités, les notes qui ont été attribuées aux différentes stations, aux 65 stations d'épuration, avec des stations qui ressortent comme plus potentielles, plus stratégiques, avec des notes plus importantes, du fait d'un enjeu environnemental plus important, de volume plus important, etc. etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Voilà. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est une fois qu'on a défini, entre guillemets, on a identifié en tout cas une dizaine de stations qui seraient plus intéressantes pour mettre en place des projets de réhut. Et donc sur ces différents sites, voilà, il y a plusieurs types de projets qui sont imaginés, avec par exemple voilà, donc la mise en place de stockage d'eau, on y revient, l'hiver justement pour pouvoir avoir des eaux disponibles l'été pour arroser, pour irriguer les champs agricoles par exemple, et l'été faire du soutien d'étiage pour certains cours d'eau qui présenteraient déjà des manques d'eau. Donc voilà, ça peut être différents projets. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, là où on en est dans l'étude, c'est que ces différents sites qui sont à fort potentiel, on va rentrer maintenant dans une phase de concertation pour essayer d'identifier sur le territoire d'identifier les motivations des personnes, des usagers, des élus, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une synergie forte pour que le projet voit le jour. Entre guillemets, c'est pas juste de dire sur cette station, ce serait stratégique. Si personne n'est motivé sur place, ça va être impossible à mettre en œuvre et que ce soit viable dans le temps. Donc aujourd'hui, on en est là. Voilà. Et l'objectif final sera de sélectionner 2 sites à forte potentialité parmi la dizaine aujourd'hui identifiés et de passer en préfaisabilité. Alors, je rebondis justement sur ce que vous parliez de synergie, de personnes auxquelles que le projet ne se fait pas tout seul. Florian et François-Xavier, je ne sais pas lequel de vous deux peut répondre, mais est-ce qu'il y a justement un travail d'acceptation et de sensibilisation à mener sur ce sujet-là, sur la réutilisation des eaux usées traitées, en parallèle du travail sur la faisabilité, comme en parlait Marjorie à l'instant? Alors oui, évidemment, comme l'a expliqué Marjorie, l'acceptabilité, ça fait partie des
des points clés dans un projet de réutilisation des eaux. Et c'est important de distinguer parce que en fait, quand on parle d'acceptabilité, il y a différents types d'acteurs en fait qui vont être concernés. Alors chez nous, ça a été dit, on est sur un territoire rural. L'objectif de la REUT, parce que ça s'insère aussi dans un projet de territoire qui vise l'équilibre quantitatif, on va s'adresser plutôt au monde agricole pour une finalité d'irrigation des cultures. Dans une logique d'ailleurs, on y tient, de substitution. L'objectif, c'est pas de développer l'irrigation, mais bien de retirer des prélèvements existants dans le milieu impactant l'étiage pour abaisser la pression de ces prélèvements sur le milieu. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs interlocuteurs à sensibiliser et à convaincre quelque part. Et le premier chez nous, il va être l'usager direct qui est l'agriculteur. C'est pas neutre d'arroser ces cultures avec une eau de réhute, puisque ça emporte un certain nombre d'a priori, de craintes sur la qualité de cette eau et sur l'impact que ça aura sur la qualité des productions. Et de manière plus pratique, ça a aussi un impact direct sur le coût. Et ça fait partie des choses justement qu'il faut qu'on arrive à éclaircir et à définir dans le cadre de l'étude. Le coût de revient pour l'agriculteur qui arroserait ses cultures avec de l'eau de réhute par rapport à un prélèvement dans la nappe alluviale de l'Adour ou dans l'Adour ou dans un de ses nombreux canaux est quand même pas du tout comparable. Donc ça, c'est le premier interlocuteur sur lequel on peut faire de la sensibilisation et travailler l'acceptation. Le deuxième, il est souvent oublié, c'est aussi les opérateurs économiques en aval du monde agricole, des agriculteurs qui produisent les productions végétales ou animales. C'est les coopératives, c'est les négoces, c'est tous ceux qui vont racheter ces productions. Et c'est pour ça que, Marjorie vous le disait, dans le projet, on a les chambres d'agriculture qui sont partenaires. Justement pour parler au monde agricole et pour parler aussi à ces opérateurs des filières, pour voir aussi avec eux quelles sont les filières qui sont les plus adaptées à ces projets de RUT. Probablement qu'on ira davantage vers des productions à destination d'alimentation animale plutôt que des productions à destination d'alimentation humaine. Peut-être qu'on ira davantage sur des semences. Voilà, ça sera à voir avec eux pour améliorer, pour optimiser leur niveau d'acceptation, puisque derrière, eux ont eux-mêmes des clients qui ont des exigences, des craintes, etc. C'est quelque part une réflexion à avoir en cascade. Et sachant que le dernier maillon, c'est le consommateur. Donc, alors autant on peut avoir des interlocuteurs locaux quand on parle d'agriculteurs ou de coopératives ou d'opérateurs économiques au sens large à aval des exploitations, autant quand on parle de consommateurs de final, c'est vous et moi, c'est tout le monde. Et là, c'est la société dans son ensemble qui doit évoluer sur ces questions-là. Alors, les études sociologiques sur la question nous montrent que ça évolue. Et c'est heureux. Mais là-dessus, on n'aura pas forcément de prise. On n'aura pas forcément de cartes à jouer. Voilà. Une dernière question qui sera un peu en guise de conclusion pour vous deux, pareil, Florian, François-Xavier. Quel bilan on peut aujourd'hui dresser de ce projet de territoire et en quoi, pour vous, ils répondent aux enjeux de l'eau, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la maîtrise des usages et du partage de l'eau, mais relativement à votre échelle dans le bassin de l'Adour, bien sûr. Alors, je vais commencer, je laisserai le mot de la fin à François-Xavier. Alors, parler de points, de bilan, de point final au projet de territoire, c'est un peu prématuré puisqu'on est encore, vous l'avez compris, en phase de définition du programme d'action avec voilà, des discussions qui sont assez animées sur les solutions structurantes, puisque c'est des sujets qui sont clivants à l'échelle nationale et c'est vrai aussi chez nous. Néanmoins, il y a un point qu'on retient, et c'est un peu le fil rouge des différentes interventions, c'est qu'on a réussi sur ce territoire-là, comme sur d'autres territoires de PTGE, à mettre tout le monde autour de la table et à les maintenir et à maintenir justement un canal de discussion à travers le projet territoire, à travers le PTGE, qui est de toute manière la seule solution pour trouver des solutions en commun, acceptables par tous, et trouver des solutions aux déséquilibres quantitatifs actuels et à venir.
Et François-Xavier, vous vouliez rajouter un mot? Oui, un petit mot pour dire qu'un projet de territoire pour la gestion de l'eau, un schéma d'aménagement pour la gestion de l'eau, ce sont des outils parmi d'autres. Et ce qui me semble important, c'est de garder à l'esprit les objectifs de tout ça. Et les objectifs, c'est une croisée de chemin, le président l'a dit tout à l'heure, une pérennité des écosystèmes aquatiques, des équilibres entre besoins et ressources, une sobriété des usages de l'eau, une coexistence de ces usages, et puis l'anticipation, adaptation au changement climatique. Et puisque le président tout à l'heure citait la loi sur l'eau de 1964, je vais me permettre de citer un petit bout de celle de 1992, puisque dans son article 1, elle affirmait ce que je considère comme une idée très belle et très forte, c'est l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Et donc la construction ensemble de la gestion et des futurs que nous voulons, c'est voilà, c'est ce partage de responsabilités. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marjorie Kreis. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Alors, en dernière partie de cet événement, on a proposé à 4 offreurs de nous présenter leurs solutions, puisque comme le disait Blandine Calcio, nous avons, Aquagir propose une place de marché proposant à des offreurs de mettre à disposition leurs solutions sur la thématique, sur les problématiques de la gestion de l'eau. Donc nous avons aujourd'hui 4 pitchers qui vont venir nous présenter leurs solutions et nous allons commencer tout de suite par Félix Trenda, qui va nous présenter, qui est directeur de projets digitaux chez Suez Eau France. Je vous laisse la parole, merci. Non, appuyez. C'est bon? Oui. Bonjour. Félix Trenda, donc je travaille maintenant depuis une quinzaine d'années dans la division digitale de Suez et je vais vous présenter maintenant une solution tournée sur la partie objet communicant, compteur intelligent. Déjà, avant de commencer, donc Monsieur Burlot parlait tout à l'heure des ressources en eau. Ici, je vais parler de ce qui se passe après le compteur, c'est-à-dire chez l'usager. Donc je peux appuyer là-dessus. Non, c'est sur... pardon ? Bouton de droite, pardon. Oui, voilà. Déjà une question pour commencer. D'après vous, quel est le pourcentage d'eau chez vous, hein, donc après compteur, chez vous, quel est le pourcentage d'eau qui est transformé qui est en fuite? Quel est le pourcentage de fuite d'eau chez vous en moyenne? 15, 20, oui, c'est bon. Alors 20%, c'est les fuites d'eau qu'il y a dans les réseaux publics, hein, avant d'arriver à votre compteur. Enfin, non, c'est beaucoup. Non, c'est 8% en fait. C'est 8%. Et ça, on l'a mesuré précisément maintenant parce qu'on a des compteurs d'eau intelligents suffisamment, de manière statistique. Et 8%, c'est une moyenne. Hein, c'est-à-dire que c'est une moyenne entre les consommateurs domestiques, qui représentent la majorité, et les gros consommateurs comme les collectivités, les établissements scolaires, etc. Donc chez l'usager particulier, on est plutôt autour de 3% à peu près, 3-4%. Donc, et chez les gros consommateurs, on peut monter à 20-30% de l'eau. Donc ça fait partie des enjeux aussi de réduction des pertes. On le voit ici à droite, 20% des pertes, c'est dans les réseaux de distribution, c'est donc avant d'arriver chez vous au niveau du compteur. Et c'est un chiffre déjà qui s'est amélioré, mais 1 litre sur 5 n'arrive pas chez vous. Et donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits justement pour réduire ces pertes. Un autre chiffre aussi, savez-vous que chez vous, en moyenne, dans votre consommation, la moitié de l'eau que vous utilisez est chauffée. Donc elle nécessite de l'énergie. Si vous faites le bilan en moyenne, bien sûr, il y a les douches, les bains, le lave-linge, le lave-vaisselle, la cuisine, le café, le thé, etc. Donc quand vous faites le bilan en moyenne, la moitié de l'eau est chauffée. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est important finalement. On s'aperçoit que finalement que dans le cycle de l'eau, il y a une bonne partie de l'eau qui est chauffée, et on va voir qu'on a des moyens pour agir sur cette partie-là,
notamment sur l'eau chaude sanitaire, les temps de douche, les débits de douche. Parce que la solution qu'on vous propose, maintenant, on est capable de déterminer les usages de l'eau et on est capable d'aider les usagers à mieux consommer l'eau et justement réduire la consommation d'eau, certes, mais aussi la consommation d'énergie associée. Donc dans le panel de solutions qu'on vous propose ici, bien sûr, il y a la télérelève des compteurs d'eau, c'est ce qu'on appelle, nous, la gamme OnConnect Metering, mais aussi le pilotage à distance de l'alimentation chez les gros consommateurs. Hein. Je parlais tout à l'heure des établissements scolaires où régulièrement on trouve des taux de fuite de 20 à 30%. Donc on a mis en point des dispositifs qui permettent, un peu comme des disjoncteurs à eau, qui permettent de couper l'eau dès qu'ils détectent une grosse fuite. Et ça permet aussi d'éviter des inondations dans les bâtiments. La partie Trends qui permet d'avoir des statistiques pour une collectivité et savoir justement comment est utilisée l'eau, mais d'une manière macro. Hein. Ensuite, OnConnect Fluid qui permet de justement sur le même portail de suivre les consommations d'eau, mais aussi d'électricité et de gaz pour les bâtiments publics. Et enfin, le coach, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est comment aider les usagers à mieux consommer l'eau chez eux. Donc tout ça, ça suit aussi avec ce schéma explicatif, la télérelève des compteurs d'eau, du compteur d'eau communicant jusqu'au système informatique qui permettent de facturer en temps réel, avec des volumes réels et puis d'offrir des usages. Donc les principaux bénéfices de cette télérelève, à la fois, on le verra après, pour la collectivité, pour les exploitants, mais bien sûr pour les usagers, c'est de maîtriser les consommations chez l'usager, d'avoir des factures qui sont réalisées à la consommation réelle et non pas avec des estimations. Et puis avoir des alertes fuites. On peut comme ça se programmer des consommations au-delà desquelles on est averti pour justement une meilleure usage. Aujourd'hui, on a dans le monde déployé chez nous plus de 6,5 millions de compteurs d'eau communicants qui utilisent, et on a plus de 15 ans d'expérience là-dessus. Quelques références récentes, l'agglomération du Mans, par exemple, ici au milieu, avec 120 000 compteurs intelligents. Le SICASIL, en fait, c'est un syndicat d'eau qui, autour de Cannes en particulier, où on a installé des compteurs communicants et en particulier, comme je disais tout à l'heure, on sait déterminer les usages de l'eau et notamment l'arrosage aussi. Et ça, c'est important parce qu'on en parlait tout à l'heure. Quand il y a des arrêtés arrosage, avec cet outil-là aussi, on est en mesure de déterminer l'impact d'un tel arrêté de manière macro sur une collectivité pour savoir si justement l'arrosage continue à être utilisé ou pas. Ça, on le voit bien grâce à ces compteurs d'eau communicants. Pour la partie aussi eau énergie, bien sûr, on a équipé la RATP, c'est-à-dire toutes les gares, technocentres, etc. Et cet outil-là leur permet justement de suivre leur feuille de route pour réduire leur consommation en énergie et en eau. Et enfin, au niveau de la Côte d'Or, là, c'est un exemple où on est en train d'équiper les 45 collèges de tout le département avec le dispositif que je disais tout à l'heure, Switch, qui permet de couper l'eau rapidement en cas de détection d'une grosse fuite. Donc les avantages pour tous les acteurs, je le disais, à la fois pour les usagers, le coach que je disais tout à l'heure, on l'a déjà mis en place maintenant, ça permet de faire des économies de 50 à 200 euros, un petit peu pour l'eau et beaucoup pour l'énergie, puisque ça nous permet comme ça de maîtriser les temps de douche et les débits de douche aussi. On a vu que le volume d'une douche en moyenne est de l'ordre de 60 litres à peu près. Est-ce que vous savez, par exemple, quel est le débit de votre pommeau de douche chez vous ? Vous pouvez le mesurer avec un seau en le remplissant et puis un chronomètre. En moyenne, c'est de l'ordre de 8 litres par minute. Mais effectivement, il existe de plus en plus maintenant des pommeaux de douche plus économes. Et en ayant cette connaissance-là, en vous comparant par rapport à des foyers équivalents, ça vous permet justement comme ça de maîtriser les douches, puisqu'on sait déterminer cet usage, et de descendre vers des volumes de douche
de l'ordre de 30 à 40 litres qui sont largement suffisants. Pour les collectivités, un tel investissement sur un connect metering, donc ça permet le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, et on l'a calculé de l'ordre de 6 à 8 ans. Et pour les exploitants du service des eaux, pour l'exploitant des services des eaux, donc couplé à des outils qui permettent justement, là on est plus dans les réseaux d'eau potable, ça permet de détecter les fuites plus rapidement et ça permet de réduire le rendement de réseau, et là on est bien sur les réseaux publics, de l'ordre de 1 à 2%. Voilà. Merci beaucoup, Félix Trenda. On fera une séance de questions-réponses à la toute fin, une fois que tous les pitchers auront passé. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, ce sera à ce moment-là. Merci beaucoup. François Géronimi, qui est directeur des partenariats pour la performance et l'innovation chez Xylem France. Donc, comme vous avez vu, je suis intraitable sur le timing, je vous préviens. Je vais essayer de mon côté d'être rigoureux sur le timing. Je vais prendre l'outil qui me permet de passer les... Ah, ok. Merci. Tenez en compte. Merci de nous recevoir dans ce lieu fantastique. Je vais vous dire qui nous sommes, Société Xylem. Vous le dire très vite. Vous allez voir passer très rapidement les slides. Suivez ma voix, ça sera plus pratique. Nous sommes une entreprise mondiale. Nous sommes basés dans le monde entier. Nous avons une filiale en France depuis 1960. Nous sommes 420 employés à peu près sur le territoire français. Nous sommes une société équipementière. Nous fabriquons des machines depuis un peu plus d'un siècle qui servent le cycle de l'eau depuis toujours. Ces machines sont là, il y a des marques très connues comme les Pomp Flight qui pompent les eaux usées. Notre entreprise a compris qu'il se passait des choses et nos stratèges, il y a une vingtaine d'années, ont investi de manière massive dans des entreprises qui sont en capacité de traiter la donnée. Donc nous avons pris un virage stratégique qui nous amène de la machine que nous fabriquons toujours et nous servons toujours les collectivités avec ces machines. Ce virage stratégique nous amène à la capacité de valoriser les données. Et nous avons mis au point des solutions depuis une vingtaine d'années que nous présentons au marché français depuis une toute petite année. Nous avons créé Xylem View. Xylem View est vraiment basé sur tout le savoir applicatif de Xylem et de nos clients. Nous avons créé et construit des plateformes digitales basées sur cette connaissance métier. Et ces plateformes digitales vont permettre aux collectivités auxquelles on s'adresse pour proposer cette solution, d'avoir une visibilité beaucoup plus précise, dynamique, temps réel du fonctionnement de leur système. Réseau d'eau potable, usine, réseau d'eau potable et usine de potabilisation, réseau d'assainissement, station d'épuration. Nous accompagnons les collectivités dans leur voyage digital. Nous présentons des solutions qui sont très modulaires, très évolutives et qui permettent aux collectivités de comprendre à quel stade ils sont de leur voyage et comment on peut s'y insérer. Nous avons créé un portfolio de plusieurs solutions digitales qui sont toutes basées sur la captation de la donnée, le traitement de cette donnée et la valorisation de la donnée. Je vais vous parler d'une solution en particulier qui est l'hypervision. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans le contexte. Donc nous parlons de maîtriser les usages et le partage de l'eau dans les territoires. La solution que je vais vous présenter rapidement est née à Valencia, en Espagne. Et vous savez qu'à Valencia, en Espagne, il y a un tribunal de l'eau qui, tous les jeudis, se réunit pour traiter des cas et du partage de l'usage de l'eau. Cette solution a été créée par le service des eaux de Valencia pour les services des eaux. C'est une solution qui est née là-bas, qui s'est industrialisée là-bas il y a une vingtaine d'années et qui a été commercialisée et dont nous avons fait l'acquisition. Cette plateforme que nous appelons Xylem View Powered by Guagua, pour ne pas oublier ses origines espagnoles, c'est une solution qui va permettre, et je vous le dis vite, de faire tomber les silos entre l'ensemble des systèmes utilisés par les collectivités
pour la gestion de leur petit cycle de l'eau. Vous voyez sur la diapo une GMAO, une supervision, un modèle hydraulique, un système d'information géographique, des données exogènes qui sont les données météo. Ce que nous avons mis au point, ce qui est industrialisé, ce qui est aujourd'hui disponible, c'est la capacité de faire tomber les silos entre l'ensemble de ces systèmes. La capacité de croiser les données de l'ensemble de ces systèmes pour les valoriser et permettre l'alimentation de modules métiers qui seront fabriqués à la demande de nos clients sur des cahiers des charges qu'ils auront mis au point pour traiter les problématiques liées à l'eau. Cette solution est agnostique, elle permet de se connecter à l'ensemble des systèmes tiers qui sont présents sur le marché. Vous les voyez là sur la diapo. Cette solution est composée de 3 grandes couches. La première, le Smart Water Engine, le moteur de l'eau intelligente, va permettre le traitement de la donnée, le croisement des données entre tous les systèmes qui est utilisé par la collectivité, sa mise en place, son nettoyage et le fait que nous pourrons l'utiliser de manière fiable et solide dans les modules métiers que vous voyez à la couche numéro 2. Et la couche numéro 3 va être un étage où nous allons industrialiser la fabrication des rapports. Ça peut être un RPQS, ça peut être un rapport cendre. On va créer le modèle du rapport et le rapport va être alimenté de manière automatique par les KPIs qui ont été décidés par les collectivités. C'est un gain de temps énorme pour les cadres et les stratèges des collectivités. Donc cette hypervision est open source, elle est totalement évolutive, très modulaire et pourra accompagner de manière extrêmement simple le voyage digital d'une collectivité publique. Je vais m'en arrêter là parce que je pense que j'ai consommé mon temps et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas, merci. Merci beaucoup, François Géronimi. Merci. Nous accueillons maintenant Marjorie Bertrand, hydrogéologue et ingénieure d'affaires chez Imageo. Bonjour à tous, donc Marjorie Bertrand, je suis hydrogéologue comme ma collaboratrice Marjorie aussi qui est hydrogéologue. Un hydrogéologue c'est quoi? C'est une personne en fait qui étudie les ressources en eau. Donc là on va faire un petit retour en arrière par rapport aux échanges qui viennent d'y avoir dans la salle, c'est-à-dire qu'on est en fait au tout début du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire sur la partie production d'eau. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment on réduit le risque de rupture de l'approvisionnement en eau. Donc en eau potable, en eau industrielle, en tout cas comment on essaie de réduire ce risque. Donc en quelques mots, qui est Imageo? Alors peut-être vous nous connaissez déjà parce que vous voyez nos cartes, la carte que vous voyez ici qui est issue donc de Info Sécheresse. Donc Info Sécheresse c'est le service gratuit d'information sur la sécheresse qui a été développé par Imageo et financé par le groupe SOR, parce qu'Imageo fait partie du groupe SOR. Nous avons donc développé cette plateforme qui est reprise dans beaucoup de médias pour informer sur le risque de sécheresse. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'en région parisienne et le nord de la France, vous avez eu beaucoup de pluie. Ce n'est pas le cas de l'arc méditerranéen d'où je viens, où effectivement, on est encore sur des situations de tension avec des sécheresses encore extrêmes, malgré le fait qu'on soit au mois de janvier. Donc, Imageo, en 2 mots, l'expertise, c'est-à-dire que nous sommes un bureau d'études avec des hydrogéologues qui travaillent donc sur l'ingénierie de l'exploitation des eaux souterraines. Et un deuxième mot, donc c'est le numérique, c'est-à-dire qu'on conçoit et qu'on développe des solutions digitales. Alors la démarche classique, donc mes 2 collaborateurs précédents en ont parlé, on a parlé de compteurs connectés, on a parlé d'hypervision. Alors effectivement, ça c'est la démarche classique. On en a besoin, il faut mesurer, il faut instrumenter. Alors là, je parle uniquement de la partie production d'eau, mais c'est valable pour tout le petit cycle de l'eau, bien sûr. Instrumenter, donc les capteurs. Ensuite, analyser. On vient de parler de supervision avec l'hypervision de Xylem. Et ensuite, mettre en place des actions. On
On a vu notamment la réutilisation des eaux usées traitées, les interconnexions. Donc ça, c'est ce qui existe et qui est quand même, on va dire, relativement assez bien développé. Moi, ce que je propose, en fait, c'est qu'on aille un cran plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé tout ça, on collecte toutes ces données, on voit en temps réel ce qui se passe. Mais finalement, si on allait plus loin, et c'est ce qu'on s'attache à faire au sein d'Imagéo, c'est-à-dire qu'on va sur de l'anticipation. L'idée étant d'anticiper le risque de rupture d'approvisionnement en eau. Alors, comment on fait? On récupère toutes les données de tous ces capteurs. On y ajoute bien sûr les données météorologiques, enfin tout ce qui se passe dans l'environnement proche. Et on va, par le biais donc, de l'intelligence artificielle, donc là ce sont des data scientists qui travaillent là-dessus, c'est pas ChatGPT, hein. C'est des vrais data scientists qui sont dans nos équipes, qui vont travailler là-dessus et qui vont donc, par le biais donc, de modèles, des algorithmes donc, d'intelligence artificielle, essayer de prédire quel sera le niveau de la nappe ou quel sera le débit du cours d'eau. Donc bien évidemment, ça nécessite des données, on en a parlé, des capteurs qui sont installés, un historique de données qui soit fiable, qui soit valable. On mesure bien sûr la performance des modèles pour être sûr finalement que notre prévision soit juste, fiable, et qu'ensuite on puisse prendre des décisions à partir de valeurs finalement qui sont justes. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, on peut le visualiser donc, directement sur une plateforme, sur Internet. Alors, la carte de gauche, c'est la situation actuelle, avec en bleu, donc ce sont des points sur les nappes. Donc, ce sont des collectivités qui utilisent ce service et qui aujourd'hui ont bien voulu accepter qu'on le mette à l'écran. Donc en bleu, ce sont les nappes qui sont hautes. La situation aujourd'hui, en rouge, les nappes qui sont basses. Et sur la carte de droite, donc c'est la situation dans 15 jours. Alors vous allez me dire, effectivement, si on joue au jeu des 7 erreurs, à quel endroit ça a bougé? Alors ça ne va pas bouger à beaucoup d'endroits, je vous rassure. Sur le nord-ouest, vous le savez, il a plu, les nappes se rechargent. Donc dans 15 jours, les niveaux vont remonter. Bon, par contre, si on regarde l'arc méditerranéen, autour d'Avignon, les points restent en rouge. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collectivités sur ce secteur-là, elles ont pu alerter bien en amont les services de la préfecture pour que les restrictions d'eau soient mises en place finalement en avance. Alors, ça fait des mois qu'on a restriction d'eau. Ça permet aussi de mettre en place des interconnexions quand c'est possible, de descendre les pompes dans les forages quand c'est possible. Et pour les plus critiques d'entre elles, elles ont commandé des camions-citernes un petit peu en avance, parce que c'est le cas dans le département de l'Aude. Il y a des communes qui sont alimentées par camions-citernes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas plu. Donc vraiment, l'idée, c'est d'anticiper sur le risque de rupture de l'approvisionnement en eau et de mettre en place, bien sûr, des actions derrière. Si vous devez retenir quelque chose de ce que je viens de vous présenter, donc cette solution qui permet d'anticiper, elle est composée de 3 lettres, elle s'appelle EMI. Alors on va retenir le chiffre 3. 3 parce qu'il nous faut 3 semaines en fait pour mettre en place cette solution sur votre territoire pour savoir commencer à prédire le niveau de la nappe. En termes de fiabilité, c'est 3 cm. Nous avions une fiabilité de 3 cm sur le niveau d'eau. En termes de prévision, donc on va jusqu'à 3 mois. Et si on reste sur une notion de 3, en termes de coût, ça coûte 3 000 €. Voilà, j'en ai terminé. Merci Marjorie. Et nous allons finir avec François Chêne, directeur de projet chez Chemdoc, voilà, Chemdoc Water. Bonjour, je vous remercie. Donc, je suis directeur de projet de recyclage de l'eau chez Chemdoc Water. On est basé dans la région de Montpellier. On est une PMI. Et pour terminer et vous libérer, juste parler un peu des équipements qui permettent le recyclage de l'eau, et notamment les technologies membranaires, puisque c'est de cela dont on parle. Donc notre métier, nous, on est concepteur fabricant d'équipements. On fait des chaînes de traitement d'eau à base de techno-membranaires, qui sont à la base non pas que du recyclage, mais surtout de la purification de l'eau, que ce soit dans les process industriels ou pour la potabilisation. On est une PMI, on est basé dans la région de Montpellier, dans le sud de la France, comme beaucoup de gens qui se sont
intéressé au recyclage il y a déjà quelques années parce que nos régions du Sud, comme le disait Marjorie, sont des régions qui connaissent le stress hydrique plus que celles du Nord. Un point peut-être important de retenir, nous on est un des pionniers du recyclage de l'eau en France. On a cru au recyclage il y a très longtemps. On a eu la vision que ça avait du sens et on a démarré le recyclage en 2014 et on a fait les premières installations en industrie en 2018. Et je voulais juste réfléchir à ce chiffre. Entre 2018 et 2023, on a réalisé à notre modeste niveau 9 unités de recyclage qu'on a mis en service, essentiellement dans l'industrie. L'année prochaine, nous en ferons autant que ces 5 années précédentes. On y est, il n'y a plus le temps de réfléchir, de penser, de faire des études. Il faut y aller, on n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix pour quelques raisons. J'ai repris une carte qui est un peu différente de celle d'Imajo, mais globalement, c'est la même. On voit bien la problématique sur une ligne Bordeaux-Strasbourg. Tout ce qui est au sud connaît des sécheresses très importantes. La France a longtemps été un des pays européens avec le moins de réglementation encourageant ou incitant à la reuse, reute. C'est désormais terminé. En l'espace de 2 années, la totalité de la réglementation est sortie, obligeant notamment les industriels à devoir recycler lors des périodes de sécheresse. Et l'accélération, j'en parlais tout à l'heure pour l'activité de Chemdoc qui est essentiellement autour de l'industrie, elle vient de là. L'industrie n'a plus le choix, elle est contrainte et elle doit éviter un risque. Ce risque, il est simple, c'est la fermeture. Donc quand on vous parle de fermer une usine qui emploie 1000, 2000 ou 3000 personnes, il n'y a plus de sujet, vous allez au recyclage. Comme souvent dans notre pays, c'est la réglementation qui fait accélérer dans l'environnement. Alors, recycler l'eau, finalement, on parle souvent de recyclage, ça a été évoqué tout à l'heure, du fait on parle d'eau usée traitée, mais on a aussi des technologies qui permettent d'emmener l'eau dans des qualités souhaitées, y compris les meilleures qualités. Il n'y a pas de limite au recyclage de l'eau en termes technologiques. Je ne vais pas faire de la technologie très poussée ici, mais vous dire que tous les usages sont possibles. On entend souvent parler des usages d'irrigation, d'espaces verts, de culture. On peut aller bien au-delà de tout ça, au-delà du nettoyage des réseaux, des voiries en collectivité, mais surtout dans l'industrie, sur la totalité des usages de l'industrie, avec la garantie d'avoir de l'eau dans une qualité sans aucun risque sanitaire, ni pour le personnel, ni pour les produits qui sont fabriqués, et ce, quelle que soit la provenance de l'eau, des eaux de pluie souillées par des hydrocarbures, des eaux de procédés, des eaux usées traitées en sortie steppe, tout est possible. Les membranes, c'est magique. Non, clairement, on peut faire de l'eau aujourd'hui recyclée sans aucun risque, et la réglementation nous y autorise. Après, il faut un peu de méthodologie, malgré tout, parce que autant au niveau d'un territoire, on comprend que c'est encore plus complexe. Lorsqu'on est au niveau d'un site industriel, finalement, est-ce que je dois recycler ma station d'épuration pour faire du refroidissement? Est-ce que je dois recycler en boucle courte là où j'utilise de l'eau que j'ai chauffée avec une chaudière vapeur en utilisant du mégawatt gaz qui coûte extrêmement cher? Donc on doit finalement établir un mapping, cibler les besoins, identifier les gisements et décider après, de manière technico-économique, comme le font, savent très bien le faire les industriels, un ratio coût-bénéfice. C'est quoi mon risque si j'arrête et où est-ce que je recycle en priorité? Tout ça, ça se prend, sont des choses qui prennent un peu de temps. Le recyclage, ça reste encore nouveau. On n'a pas aujourd'hui des unités clés en main prêtes à installer. On y travaille, ce sera prêt demain. Quand je dis demain, c'est dans les mois, les semestres et les années qui viennent, où on ne sera plus obligé de passer par des essais pilotes, des tests labos pour définir des qualités. Nous, notre ambition chez Chemdoc, c'est de simplifier le recyclage. Le président Macron, devant un lac vide l'année dernière à Embrun, a parlé de 10%. Le chiffre de 1% a souvent été présenté comme l'état actuel du recyclage dans notre pays.
Pour passer de 1% à 10%, il va falloir qu'on soit beaucoup plus nombreux à travailler et à faire des installations et surtout avoir des unités qui visent à simplifier, que l'on peut louer, mettre en place rapidement. Sinon, c'est clair, on aura beaucoup de mal à atteindre cet objectif. En conclusion, et j'ai la chance de parler en dernier, les technologies, elles existent, il y a du REX, il y a de la fiabilité. Ça a déjà été dit par les autres intervenants, hein, avant de recycler, il faut déjà commencer à réduire sa consommation et à éviter, de manière à pouvoir éviter du gaspillage, bien évidemment. Le prix de l'eau recyclée, ça a été évoqué par les gens de la Dour-Garonne, elle est plus chère que l'eau qu'on prend gratuitement dans le milieu naturel, et ça c'est une réalité. Malgré tout, recycler l'eau, ça reste moins cher qu'arrêter une unité de production. Les projets prennent du temps et l'anticipation de notre métier, comme ailleurs, reste souvent le maître mot. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous nos pitchers. Alors, on va juste prendre encore quelques minutes. Je sais qu'on est un petit peu en retard pour prendre des questions. Je sais qu'on a apparemment une question sur le chat qui est pour l'EPTB Adour. Est-ce que François-Xavier Kwendé et Florian Urban de l'EPTB Adour sont toujours avec nous? Oui. Oui, c'est formidable. C'est mal les deux. Alors, est-ce que moi je peux avoir accès au chat ou pas? Audrey, ouais, Audrey tu vas lire la question, merci. Oui, on a une question, alors que vous avez peut-être lu du coup dans le fil de la discussion à distance, mais sur les questions de réutilisation et sur les modifications d'équilibre économique que la réutilisation des eaux pourrait engendrer sur un territoire et comment est-ce que cette modification impacte le prix de l'eau, notamment la question est plus précisément sur la question de l'irrigation agricole, mais j'imagine que sur l'utilisation pour l'industrie, ça doit être impactant aussi. Alors, je pourrais répondre uniquement du coup pour l'usage agricole, l'usage industriel. Vous l'avez compris, on est moins concerné sur le territoire de la Douarmont. Tout simplement, en fait, c'est aussi le but de l'étude, c'est d'essayer de trouver un point d'équilibre entre ce qu'il est techniquement possible de faire, ce qu'il est nécessaire de faire au regard de la réglementation et ce qui est acceptable d'un point de vue de l'usager direct que sera l'agriculteur en termes de coûts. Et c'est ce point d'équilibre-là qu'il faut trouver. Et si on n'arrive pas à le trouver, c'est que la RUT n'est pas faisable sur ce territoire-là, à ce moment-là, avec les niveaux de prix de production agricole que l'on connaît actuellement. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus facile quelque part de développer la RUT en agriculture sur des cultures plutôt viticoles à plus forte marge que sur de la grande culture comme on connaît chez nous avec du maïs grain ou du tournesol ou du soja, où les marges hectares sont beaucoup plus faibles et où les volumes d'eau utilisés pour arriver au bout des cultures sont plus importants. Donc tout est une question en fait de coût mètre cube, d'euros mètre cube, et c'est ça qu'il faut qu'on regarde justement à travers l'étude pour essayer de trouver un point d'équilibre qui rende la chose possible. Mais oui, ça a été dit, de toute manière, une eau de réhute coûtera toujours plus cher qu'une eau prélevée simplement dans le milieu à proximité, quoi. Merci. Est-ce qu'on a une question dans la salle? On a encore une dernière question. Non. Bon. Ah, sur le chat, apparemment, il y a une question encore. Dernière question. Audrey, je te laisse la poser. Qui n'est pas vraiment une question, mais qui demande s'il n'y a pas une remise en cause des modèles agricoles industriels. Je pense que la question va être un peu longue pour le temps qui nous reste. Alors, je répondrai rapidement. Si, évidemment qu'il y a une remise en cause des modèles agricoles industriels. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on travaille à l'échelle d'un SAGE, d'un projet de territoire, on travaille avec des acteurs économiques qui sont eux-mêmes, qui s'intègrent dans un cadre plus large de prix de marché, de logique de marché, de PAC,
qui font que eux-mêmes ont des contraintes. Donc, en fait, on essaie de travailler avec eux sur leur marge de manœuvre dans un cadre économique contraint. Donc oui, évidemment qu'on essaie de faire évoluer les choses. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le genre de démarche qui soit de nature à à renverser la table et à remettre totalement en cause un modèle qui, de toute manière, tire ses origines du cadre général que l'on connaît en ce qui concerne l'agriculture, quoi. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous propose de conclure là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en distance. Donc, je vous donne rendez-vous le 6 février pour notre prochain événement du cycle de l'eau qui portera sur les réseaux d'eau, l'adaptation des réseaux d'eau au changement climatique. Merci Audrey, j'avais un gros trou. Donc le 6 février ici même et donc également à distance. Pour tous ceux qui sont là, bien, vous êtes les bienvenus pour rester encore quelques minutes avec nous autour d'un cocktail et pour échanger les uns avec les autres. Merci à tous, à bientôt.